Donc, on parle jusqu'à 10 000 MW d'éolien installés en 2030. Là, on passe de 10 du réseau à 20 sur le réseau. Là, après discussion avec les gens de Alstom et un peu d'autres, là, on est venu sur l'idée que 20 c'était peut-être possible. Bon, maintenant, oui, c'est ça. Puis à partir de vos études aussi, là. Mais c'est parce que c'est contesté. Hein. Hydro-Québec, c'est... On parle aussi... Oui, c'est ça. On parle aussi d'installation de géothermie, de solaire thermique. Mais tout ça, oui, c'est intéressant, mais ça demeure relativement mineur sur l'ensemble du bilan. Vous allez le voir tout à l'heure. Tout simplement parce que, comme disait M. Mousseau, quand on veut installer des nouvelles technologies, c'est long. Il faut progresser. Il y a une progression, puis on parlait de 40 dans le cas de renouvellement pour mettre des hybrides, là, à 50 en 2020. Bien, dans le cas actuellement, dans le cas des sources géothermie, solaire, etc., on est autour de ça, des 40 au niveau mondial. Ce n'est pas le cas au Québec, là, mais on part de rien, là. Fait que, oui, on peut faire des fortes progressions au début, mais après, les progressions, on s'en rend compte avec le temps, de plus en plus, sont de plus en plus faibles. Donc, on pouvait partir des fois à 60-70 on descend à 40, 25, puis de plus en plus il y a d'installations, plus c'est difficile. Donc, ces sources-là sont intéressantes, mais n'accaparent pas nécessairement un gros espace. Puis là, il y a d'autres sources, photovoltaïques, biogaz, biodiesel, qui, elles, quoique très intéressantes pour les milieux ruraux, dans le bilan global du Québec, sont relativement mineurs. Et ça suppose aussi l'électrification du transport, particulièrement sur le transport collectif, qui est beaucoup plus facile à électrifier que le transport individuel, et aussi revoir toute notre occupation de notre territoire en fonction, justement, d'une utilisation efficace de l'énergie. Parce qu'on a bâti notre société sur le pétrole, carrément. On s'est étalé partout. Maintenant, comment on peut faire? On ne pourra pas utiliser l'électricité exactement de la même façon qu'on le fait avec le pétrole. Il va falloir réadapter les choses. C'est un travail à très long terme, mais je pense qu'il va falloir réfléchir là-dessus. Donc, qu'est-ce que ça nous donnerait au bout de la ligne en 2030? On parle donc de 93,4 de renouvelables en 2030. Et là, vous voyez que la grosse partie, c'est l'hydroélectricité. Puis en second, la biomasse. Puis on voit les autres sources d'énergie qui sont comme le solaire à 1,4, géothermie, éolien 4,2. Vous parlez justement d'à peu près ça, là, un bilan autour de 4 Donc, on ne pourra pas... Il est techniquement impossible, à mon point de vue, qu'en 2030, on se ramasse maintenant avec 30 d'éolien ou des trucs comme ça dans notre bilan. Donc, il faut rester quand même que ça soit possible. Ça suppose un paquet de questionnements. Au niveau technico-économique, bon, toute la question des investissements qui sont très élevés, les énergies nettes, c'est-à-dire comment est-ce que les sources d'énergie qu'on emploie vont être vraiment optimisées pour qu'on puisse, pour que ça soit efficace. Par exemple, dans l'appel d'offres du 125 MW de cogénération, le problème, c'est que ce n'est pas de la cogénération, c'est des centrales électriques avec de la biomasse, avec des rendements relativement faibles d'autour de 30 Alors, quand on fait de la réelle cogénération, on commence par penser à utiliser la chaleur et la production d'électricité vient par la suite comme un peu un sous-produit pour atteindre des rendements d'autour de 70 Donc là, on ne parle plus de la même chose du tout. Là. On parle d'un rapport de simple au double. Toute la question, puis ça, c'est fondamental pour les régions, les milieux ruraux, c'est toute la question des propriétés retombées. Bon, puis il y a tous les aspects socio-environnementaux qu'on peut parler. Bon, quelle est la place des milieux ruraux dans ça? La caractéristique principale donc, des milieux ruraux, c'est le territoire. Territoire agricole, forestier. C'est riche en ressources renouvelables d'énergie, les biomasses, l'hydroélectricité, l'éolien. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais je pense qu'il faut revoir nos méthodes de développement pour qu'on ait des meilleures retombées et une plus grande résilience des milieux ruraux. Quand j'entends résilience, c'est parce qu'actuellement, dans nos milieux, puis on le voit, nous, moi je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc on voit bien qu'on est dans des trucs mono-industriels basés souvent sur la forêt. Puis là, pouf, ferme l'usine, vous voyez à Dolbeau ce qui se passe, c'est un peu ça. On a une résilience très faible, donc moindre choc économique, bang, tout retombe. Donc, on a l'efficacité énergétique, l'économie d'énergie essentielle, prioritaire. Il faut aussi penser peut-être à de la production énergétique décentralisée. D'abord centrée sur les besoins locaux.
Puis en mettant en valeur donc, les ressources locales, ça, c'est fondamental si on veut justement améliorer notre résilience. Des projets intégrés aussi qui valorisent localement l'ensemble des intrants et extraits. Vous savez, en écologie, que ce soit l'écologie industrielle ou autre, là, on utilise des principes écologiques où est-ce qu'on essaie d'utiliser au maximum tout ce qui rentre, qui sort, faire des cycles. Il faut aussi tenir compte, dont je disais tout à l'heure, de l'optimisation du rendement sur l'investissement énergétique. Donc, mettre la bonne source d'énergie à la bonne place. Hein? Le chauffage électrique, c'est peut-être pas la meilleure place. L'électricité, c'est peut-être pas la meilleure place pour utiliser l'électricité. C'est ça, chauffage. C'est ça. Excusez. La propriété des équipements de production qui sont non délocalisables. Donc, les communautés qui sont propriétaires de leurs équipements de production, les coopératives, etc. Donc, on ne peut pas avoir une entreprise extérieure qui, finalement, arrive et est propriétaire de l'ensemble des installations. Ça n'exclut pas des grands projets, puis aussi, il faut pousser pour les redevances sur ces grands projets-là, évidemment, ou l'exportation d'énergie. Mais d'abord, s'occuper des milieux, de la résilience des milieux ruraux. À tout ça, il y a des barrières importantes. Les bas prix d'électricité, il n'y a pas d'incitatif, etc. On pourra en discuter de ça. En conclusion, donc, le déclin des sources non renouvelables d'énergie est inévitable et plus rapide, peut-être plus rapide qu'on le croit. Et puis, toute la concomitance des crises qu'on a vues au début, ça nous amène peut-être à penser à trouver des méthodes novatrices pour nous développer. Et puis, un changement important dans nos façons de produire et de consommer l'énergie devra être pris rapidement. Les milieux ruraux devront obtenir de meilleures retombées du développement énergétique pour garantir la permanence de nos communautés. Les milieux ruraux aussi devront se doter d'une culture de développement permettant une plus grande résilience. Je donne un exemple qui existe, en fait, on va, d'ailleurs avec Normand, il y a un truc, le 7 novembre, sur les villes et villages en transition, où justement, c'est comment on fait pour que le ville ou le village en question fasse une transition vers un monde, on va dire, post-pétrole, tiens, c'est ça comme ça. Donc, l'efficacité énergétique et ainsi que le développement des sources renouvelables d'énergie décentralisées, ça fait partie des outils essentiels pour améliorer la résilience des communautés, mais ce n'est pas les seuls. Il faudra vraiment regarder cet aspect-là, à mon point de vue. Alors, c'était un peu ma présentation.